On est prêt, moteur! Mademoiselle Doré, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Je sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Il nous faudrait quelque chose de dynamique et entraînant. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. On commence le jeu, les retardataires sont éliminés. Viens voir les comédiens, voir les magiciens, voir les chroniqueurs qui arrivent. Les chroniqueurs ont installé leur micro, ont affûté leurs arguments et s'apprêtent à en découdre. Hier encore, j'avais 20 ans. Je caressais le temps et jouais de la vie. Et puis un jour, j'ai rencontré le cinéma et l'envie d'en parler, de donner mon avis, par essence subjectif et personnel. Souvent de mauvaise foi, parfois outrancier, toujours et exagéré. Et ainsi, le tir au pigeon est né. Pascal habite seul avec Isa dans un très bel appartement près de la MJC Centre. Il a pour se tenir compagnie des disques, des bandes originales de films et de compositeurs de musique de films. C'est un homme orchestre, comme ils disent. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir les hallucinés. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui. Mon quiz s'étalait. Je me voyais déjà faire sourire le chaland, et cela même sans talent. Je vous parle d'un ton que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Martial, en ce temps-là, faisait des interviews torturant Geneviève avec ses interrogatoires. C'est là qu'on s'est connus. Moi qui faisais des blagounettes et toi qui posais des questions. Les hallucinés, ça voulait dire qu'on était 5, puis 4, puis 3, puis bien plus. Les hallucinés, ça voulait dire qu'on est heureux. Alors voilà, bienvenue dans cette nouvelle édition des Hallucinés. Vous l'avez compris, nous ne parlerons pas de Monsieur Aznavour, mais de plein d'autres choses. Les Hallucinés, saison 3, épisode 2, c'est parti. Attention, vous êtes prêts, action! Alors, merci Florent pour cette introduction. Alors moi, pour cet épisode, je vous propose, alors que les premiers froids de l'hiver se font sentir, d'aller nous réchauffer dans le sud. Plus exactement à Montpellier, où du 18 au 26 octobre s'est déroulé le 46e festival du cinéma Cinémed. Alors Cinémed, c'est pas le festival du cinéma médical, même s'il y aurait de quoi faire un festival. Non, Cinémed, c'est pour Festival international du cinéma méditerranéen. Alors pour ce périple dans le Sud, nous accueillons Geneviève Raccordon qui a eu la chance d'assister à Cinémed sur toute sa durée avec notre compère François, que nous saluons au passage. Salut François. Ouais. Salut. Et Geneviève, en plus d'être notre envoyée spéciale sur ce festival, elle fait partie de la commission cinéma du Ciné Actuel depuis 13 ans. Et donc, avant de parler de Cinémed, j'aimerais bien échanger quelques mots sur la commission cinéma, ce qu'on y fait et comment elle s'inscrit dans un parcours de cinéphile qui commence bien souvent lors des études, on va le voir, lycée, études supérieures, et qui se poursuit, comme c'est le cas là, dans des festivals tels que Cinémed. Alors bonjour Geneviève. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors si on revient aux origines de ta cinéphilie, elle trouve naissance dans la région de Montpellier justement.
Et tu es originaire de Saint-Hippolyte-de-Fort, juste à côté. Et tes premières émotions cinéphiles, tu les dois à un ciné-club, tu m'as dit, donc de la fac de sciences de Montpellier. Et comment donc s'est passée cette rencontre avec le cinéma ? C'était même avant Montpellier, disons, c'était au lycée où j'étais interne parce qu'à l'époque, j'habitais à une 50 km du lycée, et les jeudis après-midi, on nous passait des films. J'ai découvert Les Visiteurs du Soir de Marcel Carné, L'Éternel Retour du Noyer, plein de films, disons. Et puis, une fois, effectivement, arrivé à Montpellier, j'ai découvert qu'il y avait un ciné-club, disons, à la faculté des sciences, et j'ai suivi les cycles qui étaient proposés tout au long de l'année. Donc, on nous distribuait des petits... Donc, il y avait tout un programme qui était établi pour l'année, et pour chaque séance, on recevait une fiche qui donnait toutes les indications sur le metteur en scène, sur un petit peu le background du tournage du film, disons. Et puis, avec les copains, on allait quand même voir les films qui sortaient à l'époque. Donc, j'ai vu, c'était l'époque où 2001 de l'espace... les Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand, il était une fois dans l'Ouest. Les grands classiques. Tous ces grands Mais classiques. ces séances du ciné-club, c'était hebdomadaire, Non, c'était une fois par mois. Une fois par mois. Une fois par mois. Et puis sur des films beaucoup moins récents. Donc on revenait sur les films du patrimoine. Voilà, exactement. Alors là, j'ouvre un peu la question à tout le plateau. Quels sont pour vous, Florent, Pascal, vos souvenirs en tant que les premiers souvenirs de cinéma Moi aussi, je crois que j'ai commencé vraiment à voir de nombreux films quand j'étais étudiant, et après il se trouve que j'ai fait du bénévolat en tant que projectionniste. Non. Dans un cinéma d'arrêt d'essai. Déjà, ouais, avant d'y travailler. Et donc, c'est à ce moment-là, quand je faisais des projections, je regardais les films qui passaient. Et ça m'a permis de voir des films que j'aurais jamais vus. Sinon, je me souviens notamment d'un film d'Alain Resnais, donc Providence, qui est un film, donc c'est John Gielgud, je crois, qui joue le rôle d'un écrivain. Alors ça se passe au cours de la nuit, il imagine plein de scénarios possibles pour son livre, il mélange les personnages. On est dans une ambiance vraiment très surréaliste, et c'était vraiment à l'opposé de ce que j'avais l'habitude de voir à l'époque, et c'est un film qui m'a vraiment fasciné, et je crois que c'est un peu ce qui a déclenché la curiosité de me dire, tiens, ouais, il existe, on peut pas seulement voir des films commerciaux, mais il y a vraiment tout un tas une grande diversité dans le cinématographique qui existe, et ça vaut le coup de la découvrir. Et quant à moi, c'est le déclic est venu assez tardivement. Et, c'était les prémices. J'allais au cinéma comme un peu tout le monde, voir les blockbusters. Donc j'ai vu les Stallone, j'ai vu les Rocky, Gremlins et compagnie, Retour vers le futur au cinéma. Mais à la fin de l'adolescence, quand on faisait les soirées au lycée avec les potes, il y a toujours un moment où mes deux vieux amis, le François et le Gouch, à qui je fais un petit coucou au passage, où ils se mettaient un petit peu à part et puis ils discutaient cinéma. Je me disais, ça doit être vachement bien ça, d'avoir ce petit moment privilégié. Et puis quand j'ai été à la fac, j'étais en section littéraire en anglais, et j'avais un peu de temps parce que j'avais pas beaucoup d'heures de cours, et je suis commencé à aller intensivement au cinéma, et puis ça a été exponentiel. Ouais, donc c'est souvent les études, je vois pour ma part, c'était effectivement quand j'étais à Lyon, parce que moi je suis dans un petit patelin à 40 km au-dessus, mais quand je suis arrivé à Lyon, j'étais en études en DUT, et effectivement ce qui était génial, c'est que pendant la pause de midi, j'avais le temps d'aller faire un tour et d'aller à un cinéma, parce que il y avait quasiment des séances toutes les heures, et de voir un film entre midi et 2, quoi. Et puis là, pareil, et puis il y a eu un changement. J'étais assez fan des films, on va dire, fantastiques, films d'horreur au tout début. Et puis c'est en 86, j'ai découvert le film de Léo Scarax, Mauvais sang.
Et là, d'un seul coup, c'est devenu, c'est pour ça que j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion, c'était vraiment ce qui a amené vraiment quelque chose de radical, de changement dans mon goût pour le cinéma, que ça ouvrait beaucoup de portes. Et là, à partir de là, j'ai découvert le cinéma de Godard, et puis après, tous les films plus classiques. Mais finalement, c'est Mauvais Sang qui a ouvert ma cinéphilie. Ouais. On revient à toi, Geneviève. Donc, tu as quitté donc, la région de Montpellier, tu m'as dit, en 1973, pour arriver... 72, oui. 72, d'accord. Une année près, vu d'ici maintenant. Donc, tu es arrivée en Haute-Savoie. Oui. Et Genève, tu travaillais comme assistante administrative à l'ONU. Et c'est au moment de ta retraite, quasiment, que tu as rejoint donc, la commission cinéma. Et alors, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette commission cinéma, à part Pascal, bien sûr? Disons, je fréquentais déjà le ciné actuel, en fait. Donc, j'avais suivi, Pascal va se souvenir sûrement, une analyse de film qui m'avait vraiment beaucoup, beaucoup plu. C'était The Taste of Tea. Du japonais, donc un monsieur qui était venu faire l'analyse de film, et ça m'avait vraiment... Puis après, il y a eu aussi un cycle sur Théo Angelopoulos. Ah oui, et effectivement, et c'était le critique Michel Simon qui était venu commenter les films. C'était Michel Simon, tu te souviens? C'était Michel Simon. Ouais. Alors, oui. Ça me fait encore plus d'émotion. Et puis j'ai suivi les cycles de Michel Lanuzel. Oui. Donc je crois que c'était Images et Cinéma. Ouais, Images et Cinéma. Ouais, voilà. Et donc tout ça m'a un petit peu fait connaître un petit peu l'environnement de ciné actuel et m'a donné envie de participer de façon plus active. Donc voilà, dans la commission cinéma. Et donc, en parlant de la commission cinéma, alors est-ce que Pascal, tu peux nous dire ce qu'on y fait justement quand on est bénévole dans la commission cinéma? On propose des films et puis il choisit les siens. C'est ça. Non, comme vous savez, donc le Ciné Actuel fonctionne au sein d'une MJC, donc c'est une association, et comme dans toutes les associations, on fait appel à des bénévoles. Et bien dès le départ, dès la création du Ciné Actuel, donc en 1975, il y a eu une équipe de bénévoles qui a été impliquée à la fois dès le démarrage du cinéma, et puis impliqué dans la programmation des films. Donc généralement, il y a un coordinateur, animateur, programmateur qui est là, qui va réunir cette commission en moyenne toutes les 4 semaines. Et puis à partir des discussions de la commission, donc il y a une programmation qui est faite. Programmation courante, on va dire. Et puis également, il y a un travail sur les animations qu'on va faire autour du cinéma. Alors, ça peut être autour de projections débats, ça peut être des événements comme les rencontres du court-métrage, comme la fête du court-métrage, etc. Et justement, la commission est sollicitée aussi pour ces moments d'animation et puis pour engager justement des événements. Alors justement, je disais que la création du Ciné Actuel, c'est en 1975, donc... En fin d'année 2025, il y aura les 50 ans du Ciné Actuel, donc c'est le genre d'animation sur lequel les membres de la commission cinéma vont être sollicités pour créer des événements. En fait. Tu n'as pas parlé aussi des séances, des journées visio qu'on fait, qui sont vraiment géniales. Quand on part en minibus à 4-5 et on passe la journée à voir des films dans des conditions incroyable, quoi. Ouais. Alors en fait, c'est vrai qu'au niveau régional et parfois au niveau départemental, il y a des visionnements de films en avant-première qui sont organisés, et puis c'est vrai que les professionnels et bénévoles sont invités à ces visionnements qui se déroulent généralement sur une journée, parfois sur 2 journées. Et là, effectivement, sur une journée, on voit généralement 4 films. Et puis avec des moments aussi d'échange entre nous, avec le public, pour avoir le ressenti sur ces films. Et ça donne des idées, bien sûr, sur la programmation à venir. Et puis également, il faut souligner qu'il y a des membres de la commission cinéma qui vont à des festivals. Donc là, on va parler de Cinémed, mais on a des membres de la commission cinéma qui vont au festival de Cannes, au festival de La Rochelle, etc. Et donc amènent plein d'idées pour la programmation. Et toi, Florent, qu'est-ce que, au niveau de la commission cinéma, qu'est-ce qui te plaît? Mais vous
Ah, j'attendais que tu le dises. Et puis échanger. Ouais, c'est moi, c'est mon mot fétiche, c'est l'échange et le partage. Et partager ces moments et de convivialité déjà. Et puis d'échange, des fois on n'est pas d'accord, et c'est ça aussi qui est bien, de confronter nos idées sans chercher à les imposer à l'autre. Alors moi, du fait de mes horaires, je suis souvent un peu impliqué sur les soirées, du fait des week-ends, mais voilà, c'est sûr que le ciné actuel, c'est une bouée de respiration salutaire, et puis vous voir quasiment tous les mois, c'est chouette, quoi. Geneviève La même chose, je crois qu'on est tous un peu sur le même, la même longueur d'onde. Disons que c'est effectivement le partage, pouvoir et puis être un peu plus impliqué comment dire, de se sentir un peu investi pour aller voir d'autres films, pour aller pour pouvoir proposer des choses intéressantes aux gens qui fréquentent le ciné actuel. Donc c'est parce que je trouve le cinéma c'est une porte ouverte sur tellement de choses, disons que porte ouverte sur d'autres sensibilités, sur d'autres façons de vivre, sur d'autres façons d'envisager le monde, sur d'autres imaginaires, c'est hyper vaste. On a besoin d'échanger, et on a besoin d'avoir effectivement avec les gens qui participent à la commission, ou même avec les spectateurs qui fréquentent. C'est difficile, disons, quand on a vu un film, tout le monde sort, ça va, voilà, on a vu le film, mais il n'y a rien qui se passe, quoi. Donc au moins, au moment de la commission, on peut en parler, et puis donner des arguments pour proposer le film à la programmation. Et donc, voilà, alors, Pascal, on a parlé, donc ta cinéphilie, Geneviève, t'a conduite jusqu'au dernier festival Cinémed. Alors, c'était pour toi un retour à ta région d'origine. Et tu m'as dit d'ailleurs que c'était la première fois, en fait, que tu te rendais à Cinémed. Alors, quelles ont été tes premières impressions, déjà, sur l'organisation, l'accueil Première impression, c'est un programme énorme, vraiment un choix. J'avais pas imaginé. Donc il y avait des avant-premières, il y avait une rétrospective. Donc cette année c'était sur Luigi Comencini. Il y avait des rencontres de réalisateurs et réalisatrices, acteurs et actrices. Donc cette année il y avait Reda Kateb, il y avait Alba Rohrwacher, donc il y avait Rodrigo Sorogoyen. Donc pour Reda Kateb, il y avait 12 films qui étaient présentés. Pour Alba Rohrwacher, il y en avait 14. Il y avait même Costa Gravas aussi qui a été invité. Puis il y avait des films qui faisaient partie, donc tout un programme de films en compétition pour obtenir le prix, donc l'Antigone d'or. Il y avait une compétition de courts-métrages, une compétition de documentaires. Puis cette année, il y avait un coup de projecteur sur le cinéma marocain. Beaucoup de sujets différents et de programmations différentes. En 7 jours, c'était très, très difficile de faire un choix dans toute cette offre. Tu me parlais qu'il y avait des très longues queues, mais par contre, tu n'as jamais été refoulé Non, des grandes salles, même ça une fois, j'ai vraiment cru que je ne rentrerais pas dans la salle. Mais en fait, le festival se déroulait principalement dans 5 grandes salles. Donc il y avait la salle d'un cinéma du centre-ville, là, le cinéma Diagonal, la plus grande salle de ce cinéma, disons. Le centre Corum, avec 3 grandes salles. Donc la salle Opéra Berlioz qui fait 2000 places. Ah oui, donc c'est quand même... La salle Corum Pasteur qui faisait 745 places. Et la salle Einstein qui faisait 318 places. Et encore une autre salle un peu plus loin, donc le centre Rabelais, avec 396 places. Ah oui, donc c'était... oui, c'était assez géant comme... Même il y avait beaucoup de monde, mais même les salles n'étaient jamais totalement complètes. Quoi. Et donc, juste une question pratique, en fait, il y a un système d'accréditation où tu achètes tes places à l'avance?
Non, alors il y avait... donc tu peux acheter la place à la séance, donc c'était 8 € je crois. Tu peux acheter, comme dans tous les festivals, en fait, des cartes pour 5 séances, ou alors un pass complet. Donc le pass complet qui te permet de participer, enfin d'entrer à toutes les séances, y compris la séance d'entrée, enfin d'ouverture, et la séance de clôture. Qui coûtait 90 €. Si on entre maintenant dans le détail un peu de la programmation, tu disais qu'il y avait une grosse partie d'avant-première, 17 films. Tu m'as dit que tu en avais vu 5. Et quels sont parmi ces avant-premières les films qui t'ont marqué ? Alors, d'abord, un film qui est sorti récemment, là, le 6 novembre, donc L'affaire Nevenka. Ah oui. Donc c'est une réalisatrice espagnole. Donc je vais vous donner un petit peu le synopsis. Et puis c'est un film donc, qui a été imaginé d'après une histoire vraie. L'histoire de Nevenka Fernandez qui, en 1999, tout fraîchement diplômée en économie, à 25 ans, donc, elle est embauchée au département des finances de la mairie de droite de Ponferrada en Espagne. Elle était sous les ordres directs du maire, tout puissant. Et d'entrée, Nevenka doit faire face à ses avances pratiquement dès sa prise de fonction. Alors, des avances qui se transforment très vite en harcèlement sexuel. Contre les avis de son entourage, Nevenka, au bord de la dépression, a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Et en 2002, bien avant le mouvement MeToo, tout au long du film, donc, on a assisté à sa descente aux enfers, par petites touches, par l'accumulation de petits faits. Donc, la réalisatrice démonte le mécanisme du harcèlement et nous montre comment une Nevenka qui était rayonnante lors de sa prise de fonction devient l'ombre d'elle-même, lâchée par ses proches, par ses collègues, victime et prisonnière d'une situation inextricable. C'est un film, j'ai trouvé, très utile pour prendre conscience des conséquences et des abus du fonctionnement du harcèlement. En plus de ça, donc, il y avait 2 très bons acteurs pour incarner Mireia Oriol qui incarnait la victime et Urko Lazabal qui incarnait son bourreau. Tu m'as parlé aussi de No Other Land. Alors No Other Land qui est aussi sorti là maintenant, donc le 13 novembre, une semaine après l'affaire Nevenka. Donc c'est un film qui est donc à Mazar Yatta, en Cisjordanie, pendant 5 ans, donc avant le 7 octobre 2023, bien avant. Basel Adra, qui est le fils d'un activiste, et qui est activiste lui-même, donc palestinien, filme les méthodes et la violence de l'armée israélienne qui détruit systématiquement les villages de sa communauté, qui exproprie, qui expulse ses habitants au mépris des lois internationales pour fonder un camp militaire. Donc dans ces actions, Basel est rejoint par un journaliste israélien, Yuval Abraham, qui relaie les images prises auprès de la presse israélienne pour montrer à ses compatriotes ce qui se passe en Cisjordanie en leur nom. Une amitié se développe entre les 2 jeunes hommes, mais à leur grand désarroi, les images tournées, qui sont très dures, souvent insoutenables, n'ont que peu d'impact sur l'opinion israélienne. Ce sont des images où l'on voit les bulldozers fracasser les maisons, encore remplies du mobilier et des possessions des Palestiniens. On voit le béton qui est coulé dans les puits de la communauté, confiscation des groupes électrogènes, enfin toutes les mesures qui sont prises pour rendre impossible la vie. Les habitants tentent de résister en reconstruisant les bâtiments détruits, mais leurs actions sont déclarées illégales par l'armée israélienne. Ils en sont réduits à se réfugier dans des grottes autour dans le territoire. Et ils assistent impuissants à la construction de nouvelles maisons et à l'arrivée de colons sur leur propre terre, parce que la fondation d'un camp militaire est en fait qu'un prétexte pour fonder une nouvelle colonie. Évidemment, les affrontements entre les Palestiniens qui tentent désespérément de protéger leur unique lieu de vie, l'armée israélienne d'abord et puis les colons ensuite, se soldent par des morts du côté palestinien. On sort du film avec la boule au ventre, indigné par toute la violence et les injustices commises en toute impunité à l'encontre du peuple palestinien. Et il y a un dernier film dans les avant-premières, je crois qu'il sort beaucoup plus tard, je crois. Oui, le 4e mur. Le 4e mur qui sortira au mois de janvier. Ah oui. Ouais. Donc le 4e mur, au théâtre, le 4e mur désigne le mur imaginaire qui sépare le public des acteurs. C'est une adaptation d'un roman éponyme de Sorge Chalandon.
Serge Chalandon était reporter de guerre à Libération en 82. Lors du massacre de Sabra et Shatila. Et c'était justement lui qui est un de ceux qui sont rentrés le premier pour constater le massacre. Donc le thème du roman et du film, donc c'est Georges qui est joué par Laurent Lafitte, qui promet à son vieil ami grec de réaliser le rêve de cet ami, donc de monter Antigone d'Anouilh sur la ligne verte qui sépare Beyrouth pour rassembler sur une même scène de fortune des acteurs de toutes les nationalités et religions qui sont engagés dans le conflit libanais. C'est un projet totalement utopique compte tenu de la guerre qui sévit au Liban. Alors pour respecter cette promesse, Georges se rend à Beyrouth. Il est perdu dans une ville qu'il ne connaît pas, dans un conflit dont il ne connaît pas les règles et ne comprend pas les enjeux. Et il est guidé par Marwan Andruz, qui est joué par Simon Abkarian. C'est ça. Donc, à travers les démarches et les tentatives de Georges pour monter la pièce, le film montre la situation chaotique du Liban en 82 et la complexité de la situation politique dans l'affrontement des différentes factions. La rencontre amoureuse entre Georges et Iman, une jeune Palestinienne qui devait jouer Antigone, apporte encore une touche dramatique lors de la découverte du massacre de Shatila. Ce film, moi personnellement, m'a beaucoup intéressé car, hormis l'interprétation des acteurs, notamment Laura Lafitte quand même, sans parler de l'originalité du propos, ce projet est complètement fou de monter cette pièce de théâtre dans des conditions pareilles et revient sur la situation dramatique du Liban en 82, ce qui met en perspective ce qui se passe maintenant à l'heure actuelle au Liban. Donc là, on a vu un petit peu donc, ce qui était avant-première, mais ensuite donc, il y a la fameuse compétition. Oui. Des compétitions de long métrage. Et donc là encore, je crois qu'il y avait 8 films de présentés. Tu as eu la chance de tous les voir. Est-ce que tu peux déjà nous parler du palmarès ? Alors le palmarès, donc le prix Antigone d'or a été attribué vers un pays inconnu. Ce film était présenté à la quinzaine des cinéastes à Cannes cette année. Oui. C'est donc le sujet du film. 2 cousins palestiniens, Shatila et Reda, qui se sont enfuis d'un camp au Liban, se retrouvent bloqués à Athènes, où ils vivent d'expédients et tentent par tous les moyens de trouver l'argent nécessaire pour acheter de faux passeports et pouvoir partir en Allemagne, où ils espèrent se construire un futur. Shatila est déterminé, c'est le meneur du couple, et Reda, qui met plusieurs fois en péril leur plan, est plus sensible, plus faible. Mais Shatila reste solidaire et joue le rôle un peu de protecteur de son cousin. Pour atteindre leur but, ils mettent au point un stratagème qui leur fait franchir des limites qui leur sont moralement difficiles à assumer. Mais bon, c'est difficile d'aller plus loin parce qu'on divulgue pour pas divulgacher la suite, quoi. C'est une histoire tragique qui est filmée comme un thriller et qui montre de façon quasi documentaire les conditions de vie des migrants et les dures réalités auxquelles ils sont confrontés. C'est une manière un peu détournée d'évoquer le drame palestinien. En fait. La sortie du film est prévue au mois de mars prochain, 2025. Ensuite, il y avait le prix de la critique a été obtenu par Panopticon. Donc, c'est un film géorgien. Panopticon, je ne voyais pas trop pourquoi c'est le titre de ce film. En fait, c'est la panoptique. C'est un type d'architecture carcérale dont l'objectif est de permettre à un gardien qui est logé dans une tour centrale d'observer tous les prisonniers enfermés dans des cellules individuelles autour de la tour. Et donc, comme ça, ainsi, ce dispositif donne aux détenus le sentiment d'être surveillés constamment, mais sans savoir véritablement s'ils sont surveillés. Alors donc, en fait, ça éclaire tout à fait le sujet du film, qui est un jeune de 18 ans qui vit seul avec sa grand-mère, donc il s'appelle Sandro. Sa mère est soprano et vit à New York, et elle attend son permis de séjour pour pouvoir le faire venir. Le père de Sandro, lui, l'abandonne pour partir dans un monastère et se faire moine. Donc ça se passe en Géorgie, donc la religion orthodoxe, en fait. On est en plein dans la religion orthodoxe.
Donc Sandro est très pieux et il se croit donc constamment observé par Dieu. Il s'efforce de concilier ses devoirs de chrétien et une sexualité un peu débordante. C'est un jeune garçon très troublé qui a du mal à comprendre et à contrôler la foule des émotions liées à son âge. Il reluque les jeunes femmes, il se permet même d'avoir les mains baladeuses. Il rencontre un garçon plus âgé, Lacha. Donc en plus de voir son grand frère, il a le béguin pour la mère de Lacha, qui est coiffeuse et qui va nourrir à son insu les fantasmes de Sandro, notamment fantasmes liés aux relations maternelles qu'il a pas. Donc, je trouvais la force du film, c'est que d'entrée, Sandro apparaît comme une personne désagréable, presque méprisable. On a beaucoup de peine à éprouver de l'empathie vis-à-vis du personnage, mais au fil du film, notre perception change et au travers de ces fantasmes et des événements qu'il traverse, on saisit tout le mélange d'émotions contradictoires qu'il éprouve et on finit par lui accorder notre sympathie. Interprété par un jeune acteur géorgien, Data Shashua, vraiment, vraiment très bon. Il ressemble beaucoup à Louis Garrel. Louis Garrel. D'accord. Ça va donner envie de voir le film. Voilà. Ou pas. Et le troisième film, donc, qui a obtenu le prix du public. Oui. Donc, c'est la Vierge à l'enfant. Donc, c'est une réalisatrice bruxelloise, mais d'origine kurde. Donc, c'est l'histoire d'Avesta, une jeune yézidi kurde qui débarque à Bruxelles, tout juste rescapée de l'enfer de Daesh. Elle n'a qu'une chose en tête, c'est se venger de l'homme qui l'a réduite en esclavage et dont elle porte l'enfant. Dans le foyer de demandeurs d'asile où elle est accueillie, elle est mutique, un regard très noir, hantée par les souffrances et les atrocités qu'elle a subies. Et elle a beaucoup de peine à accepter le contact et la chaleur humaine qui est offerte par celles et ceux qui la côtoient. La naissance de l'enfant va libérer sa parole, mais comment aimer l'enfant du violeur et tortionnaire, le djihadiste belge dont elle cherche à se venger. En quelques scènes, on voit se tisser un lien compliqué qui fait d'attirance et de résistance, d'émotions contradictoires pour la mère envers le bébé. C'est toute la complexité de la situation des femmes devenues mères dans la violence et la haine. Donc, à son arrivée en Belgique, elle a agressé la famille du djihadiste qui, lui, était resté en Irak. Et donc, elle doit faire face à la justice belge. Et lors de son jugement, elle se rebelle et elle interroge le jury, les jurés, en disant qui va rendre justice à sa mère, à sa sœur, à l'enfant de sa sœur qui a été massacré sous ses yeux par Daesh. Donc le personnage est incarné avec beaucoup d'intensité par une comédienne d'origine kurde, Evin Tekin. Donc on n'a pas encore vu trop sur les écrans actuellement. C'est un film qui mérite le prix du public, je pense. C'est un beau film. Ouais. Il n'est pas annoncé pour l'instant. Non, pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie prévue. D'accord. Ok. Ben voilà, donc c'est un beau palmarès a priori. Ouais. Alors donc il y avait d'autres sélections. Tu m'as parlé du panorama des longs métrages, une sélection audace du jeune cinéma marocain. Pareil, tu as vu quelques films dans sélection. On n'a peut-être pas forcément le temps de tout développer. Il y a eu aussi une compétition de court-métrage, une compétition de long-métrage documentaire. Donc bref, un festival assez, très, très complet. Sur les 35 films que tu as vus, est-ce que tu retiens une thématique, une tendance ? Par mon propre intérêt, je me suis tournée vers des films, justement, les films autour de la Méditerranée, la situation géopolitique actuelle. Je veux dire, le Proche-Orient était... mais vu toute l'offre, on peut faire un autre festival. Quoi. Tout à fait, un autre festival. Un festival tourné vers des films. Mais quand même, la thématique du Proche-Orient était... Enfin, dans les films que tu as choisis, était très présente. Disons, il y a qu'à dire Notherland, déjà, l'avant-première que j'ai vue, le film donc, qui a obtenu l'Antigone d'or,
La Vierge à l'enfant, par rapport à Daesh. Beaucoup de films. J'ai vu un documentaire, disons, sur l'Arménie, en fait, donc aussi avec la guerre du Haut-Karabakh. Sur le 4e mur, sur ce qui se passe actuellement au Liban. Enfin, disons qu'il y a une thématique sur le Proche-Orient qui est manifeste, disons. Mais on peut très bien passer à côté. Si je peux juste me permettre, le jeune cinéma marocain, donc sur les 10 films présentés, il y avait quand même 4 jeunes réalisatrices. 4 jeunes réalisatrices, dont un film que moi j'ai adoré, je trouvais très chouette, donc Rennes. Donc c'est un film qui a été tourné par une jeune réalisatrice, justement. À Casablanca, Zineb s'évade de prison pour récupérer sa fille, qui est confiée à des services sociaux, qui va être confiée à des services sociaux. Dans sa fuite, elle prend en otage Asma, conductrice d'un camion, pour échapper à la police. Et donc les 3 femmes se lancent, les 2 femmes et la fillette se lancent dans une cavale dangereuse à bord d'un camion. Donc avec Zineb qui est survoltée, prête à tout pour sauver sa fille, Asma, la conductrice improvisée du camion, qui trouve l'occasion de s'affranchir du carcan d'un mariage plutôt étouffant, et Inès, 10 ans, qui, aux grandes dames de sa mère, s'est embarquée dans une étrange quête pour aider la reine des djinns. C'est un road movie au féminin, qui est à la fois un thriller et une comédie, assaisonné d'une pointe de fantastique avec le conte lié à la petite fille, et qui offre une fin magnifique d'une grande poésie, sans oublier la traversée des paysages magnifiques de l'Atlas marocain, au son de la musique de Joseph van Vissen, donc un compositeur que la réalisatrice a choisi tant elle avait aimé donc la musique de Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Donc voilà, c'est une œuvre qui propose une belle image de sororité, une réflexion à la fois sur le passage à l'âge adulte et sur la condition de la femme et sur le prix de la liberté. Ok, merci Geneviève. Tu m'as dit aussi que tu faisais d'autres festivals. Tu as cité notamment à Genève, Black Movie, Filmar, le Festival international des droits humains, le GIF. Et puis tu m'as parlé de Vesoul aussi, tu allais y aller cette année, au cinéma asiatique. L'année prochaine, j'aimerais bien aller à Vesoul. Tu as voulu voir Vesoul. Donc au plaisir de t'accueillir de nouveau pour la présentation d'un autre festival. Et puis à bientôt à la Commission Cinéma. Merci. Et sans transition, la respiration musicale. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien, plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés.
par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens. Dans la panique, on déclarait l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. On retombe les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné, car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. Vous venez d'écouter Plus rien des Cowboys Fringants, groupe québécois dont le chanteur emblématique Carl Tremblay est décédé trop jeune, il y a pile un an, jour pour jour, en tout cas au moment où nous enregistrons cette émission. Les Cowboys Fringants, c'était un groupe extraordinaire, de scène aussi, dont chaque concert était une communion joyeuse et foutraque. Ce titre est issu de leur album de 2004, La Grand-Messe, et on peut décemment être fou de la messe, enfin de celle-là en tout cas. Cet album regorge de pépites, dont cette chanson phare qui nous amène à réfléchir à notre avenir commun sur la terre-mère et à préserver la faune et la flore, car elle survivra envers et contre nous. Et sans transition, le tir au pigeon. Oups. Et donc, nouvelle mouture du tir au pigeon. Comme on vous l'avait annoncé le mois dernier, on va se concentrer sur nos coups de gueule et nos coups de cœur. Et on va, donc chacun va donner ses opinions personnelles et subjectives. Toujours. On commence par notre invité, Geneviève. Alors, mon coup de cœur, c'est un film que j'ai vu tout récemment, qui était programmé donc à Ciné Actuel, All We Imagine Us Light, de Payal Kapadia. Donc j'ai beaucoup aimé ce film, disons, où on assiste donc à la vie de trois femmes qui sont coincées dans une société aux coutumes ancestrales, archaïques. C'est trois femmes qui sont indépendantes financièrement, mais qui ont des désirs empêchés et ont de nombreuses barrières à abattre pour conquérir une réelle émancipation. J'ai beaucoup aimé ce film parce que Mumbai, la ville où se déroule l'action, est vraiment un personnage aussi à part entière du film. Et également à la fin, donc la deuxième partie, le village, enfin la nature luxuriante autour du village d'une de ces trois femmes est aussi presque un personnage. J'ai beaucoup aimé ce film. Moi, j'aimerais vous parler d'un film d'animation que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Le Robot Sauvage de Chris Sanders. Alors, on est dans une grosse production des studios DreamWorks. Donc, un robot, l'unité Rezoom 7134, alias Rose, a fait naufrage sur une île déserte. Elle doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile. Alors bon, c'est un robot apprenant, donc une intelligence artificielle. Donc, il arrive à comprendre et à communiquer avec les animaux qui peuplent cette île. Au départ, ça se passe pas très bien du tout même.
Et puis, à un moment donné, ce robot va être obligé d'adopter une petite oie, un oison qui se retrouve orphelin. Et puis, à partir de là, les choses vont changer, vont évoluer. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Il y a un très beau travail d'animation, plein de détails, une multitude de décors, une belle bande musicale donc de Christopher Bowers et un scénario intelligent qui distille de beaux messages. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pour tout le monde. C'est jeune comme moins jeune. Ouais, tout à fait. Pour et est-ce qu'il va trouver son public justement? Enfin, quand je dis adulte, si tu dis. Moi, je pense qu'il a trouvé son public parce que en fait, les parents sont allés le voir avec leurs enfants et forcément, je pense qu'ils ont dû apprécier. Ouais. À mon avis, il y a dû y avoir un bon bouche à oreille sur ce film. Et je crois qu'il y a d'ailleurs un numéro 2 qui est d'ores et déjà prévu. Ah d'accord. Mais moi, je voulais vous parler en toute objectivité du nouveau film de mon ami Gert Peterbrough, qui s'appelle Amazonia, qui, comme son nom l'indique, raconte la culture des fraises des bois en Asie du Sud-Est. Mais non, déconne. Vous l'avez compris, c'est un documentaire qui parle de cet endroit qu'on surnomme le poumon de la Terre, mais qui, en fait, est plutôt le cœur de la Terre. C'est un très joli film. Militant, fort, qui est une suite logique à son terrain libre, qui était sorti malheureusement en pleine pandémie et qui en avait pâti d'ailleurs d'une mauvaise exposition trop faible alors qu'il aurait mérité une vraie mise en lumière. Dans son nouveau long-métrage, Gert poursuit sa lutte, qui est le combat d'une vie pour lui, pour faire connaître le sort des Indiens Kayapo en Amazonie. Vous voyez, les Indiens Kayapo, c'est avec leur chef charismatique Raoni, avec le plateau, mais aussi tous les autres peuples indigènes tout autour de la Terre. C'est vraiment très joli, il y a de très belles images, il y a un propos qui est puissant et qui, là aussi, nous amène à réfléchir sur notre avenir. Alors tu m'expliquais que le film ne va pas sortir au cinéma dans les circuits traditionnels, mais ça sera sur des séances un peu exceptionnelles. Voilà, il va être amené il tourne en ce moment avec le film donc dans des salles quand même pour le présenter, pour faire connaître son combat, et il va être amené à revenir dans la région pour le présenter fort probablement en début 2025. Alors moi, mon coup de cœur, c'est The Substance de Coralie Farja. Donc, il y a une jeune réalisatrice qui avait fait un premier film en 2017, Revenge. Je ne l'ai pas vu, mais il paraît-il qu'il était aussi féministe et très violent. Alors là, elle franchit une étape. Le film a été sélectionné à Cannes et récompensé d'un prix du scénario. Alors, pas sûr que moi, j'aurais donné ce prix-là, mais bon. Alors, l'accroche du film, avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Bah non. Je suis déjà très... le synopsis, Elizabeth Sparkle, qui est jouée par Demi Moore, ancienne star d'Hollywood et vedette d'une émission d'aérobic, est virée le jour de ses 50 ans par son patron, joué par Dennis Quaid, à cause de son âge, trop élevé pour la suite de sa carrière. Alors qu'elle est déprimée par la nouvelle, elle reçoit une proposition d'un mystérieux laboratoire lui proposant une substance miraculeuse. Si elle se l'injecte, elle deviendra la meilleure version d'elle-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite, grâce à une modification cellulaire de son ADN. Alors, enfin, bon, voilà, je n'en dis pas plus. On imagine que tout ne va pas se passer comme prévu. Alors, on est dans le film de genre, on parle de body horror, un genre cher à Cronenberg. On se souvient de Chromosome 3, Scanner, Rage, Vidéodrome, Crash, La Mouche. C'est d'ailleurs tout le piquant de cette sélection à Cannes, où il y avait à la fois Les Linceuls, le nouveau film de Cronenberg, avec un très beau thème, mais traité de manière, j'ai trouvé, moi, un peu empesée, un peu classique, je ne veux pas dire vieillissante. Et dans cette même section, il y a ce film de Coralie Farja qui vient, entre guillemets, ringardiser presque le cinéma de Cronenberg, comme si, quelque part, Farja devenait la meilleure version de Cronenberg. J'étais à chercher ça. Ah, tu l'as bossé. Hein. Alors moi, j'ai trouvé le film féroce, radical, audacieux, caricatural, drôle, grandiloquent, opératique. Bref, c'était un plaisir régressif, totalement jubilatoire. Le sujet du film, bon, bien sûr, le vieillissement, l'injonction à la beauté, la dictature de l'apparence, avec toutes ces dérives qu'on a dans les médias, dans le cinéma.
Mais pas seulement, on connaît aussi les ravages que ça fait sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, à ce propos, je rappelle le très beau single de Mauvais Sang qui s'appelle Modèle, qui parle du sujet. Voilà. Alors moi, je suis pas une femme, mais je trouve qu'au-delà de la fable, ce film peut avoir une dimension assez cathartique. J'ai le souvenir d'une scène assez jubilatoire où du sang vient éclabousser tout un public composé majoritairement de messieurs. Oh, le sauvage. Et c'est comme si quelque part le sang des règles, qui reste toujours un tabou, venait éclabousser la société. Et en cela, j'ai trouvé le film assez libérateur. Alors, comme je disais, j'ai pas... Oubliez ce que vient de dire Martial, c'est la scène du... Non, oubliez ce qu'il vient de dire. Il n'a pas dit, alors, pas le... Oui, si, un petit peu quand même. Ah non, mais je ne dis pas le contexte. Je n'irai pas plus loin. Alors, je reviens, j'aurais pas donné le prix du scénario, mais qui est pourtant assez efficace. Et pour moi, la grande qualité du film, c'est son esthétique. On est dans l'esthétique du clip, donc couleurs saturées, cadres déformés, montage serré, une esthétique qui convient parfaitement au sujet, comme c'était d'ailleurs le cas de Neon Demon de Nicolas Winding Refn dans l'univers de la mode. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez cohérent. Ce que je retiens aussi, c'est que en plus de l'héritage de Cronenberg, le film a de nombreuses références au cinéma fantastique et d'horreur. Le pacte avec ce laboratoire pour la quête de l'éternelle jeunesse, moi, ça m'a fait penser au pacte faustien du producteur de musique dans Phantom of the Paradise de De Palma. On retrouve même du De Palma avec la scène grandiose qui fait référence au film de Carrie, donc ce que je disais... Voilà. Parler Florent. L'interrogation finale pour savoir qui est le vrai monstre, ça fait penser forcément au film Elephant Man de David Lynch. Et aussi, d'un point de vue esthétique, la couleur, le couloir du producteur rappelle étonnamment le couloir de l'hôtel de Shining de Kubrick. Donc voilà, donc c'est pour moi un grand film. Dernier atout, l'actrice Margaret Qualley, qu'on a découvert dernièrement dans les films de Yorgos Lanthimos, Poor Things et Kind of Kindness. Donc c'est la fille d'Andy McDowell. Je pense que c'est une actrice très, très prometteuse. Voilà. Et on va passer au coup de gueule avec, à nouveau, Geneviève. Alors, en fait, j'ai pas vraiment de coup de gueule, disons, j'ai plutôt une petite déception. Non, simplement, j'ai vu, il y a pas très longtemps, quand vient l'automne, d'Olivier Ozon, et j'ai pas vraiment... François Ozon, oui. J'ai trouvé que l'histoire était... en tout cas, les personnages étaient vraiment caricaturaux. Ça m'a absolument pas plu, disons. J'ai trouvé aucune crédibilité dans ces trois personnages. Mais c'est tout ce que je peux en dire, en fait. Voilà. J'aurais plus été un peu dur sur le dernier, sur la Palme d'Or que j'ai détesté, mais c'était pas mon coup de gueule à la base. Moi, je voulais vous parler de... Je vais faire un peu mon tonton à l'heure. Et je vous imagine déjà dire « Ok, boomer ». Mais je voulais pousser un petit coup de gueule sur l'influence disproportionnée parfois des réseaux sociaux. Alors, je ne dis pas qu'Internet, ce n'est pas une très belle invention, bien au contraire, mais elle peut parfois être mal utilisée. Alors, qu'est-ce qui me pousse à vous parler de ça ? Eh bien, je suis récemment allé voir le mauvais film d'horreur Terrifier 3. Et là, vous allez me dire « Mais pourquoi tu vas voir ça ?» Eh bien, pour la même raison que le mois dernier pour Emmanuel, je vais tout voir. Et c'est pas forcément toujours une bonne idée. Mais bon, alors les salles, les premières semaines étaient blindées. Et une bonne partie des spectateurs, venus principalement pour l'interdiction au moins de 18 et le buzz qu'avaient créé les réseaux, et ils filmaient les scènes gore. Et comme il y en avait quasiment tout du long, ça n'arrêtait pas de filmer. Et c'est insupportable. Alors, c'est bien de chercher à approvisionner son fil Insta, mais faites un peu preuve d'imagination, les enfants. C'est tonton boomer qui vous parle, je me rappelle. Bon, j'ai quand même un peu tempéré mon propos, car l'engouement des réseaux sociaux peut aussi amener les ados et les jeunes adultes à voir le consentement, comme récemment, sur l'affaire Matzneff, qui ne serait peut-être pas allé voir sans ça. Bon, allez, on va dire que finalement, tant que ça ramène un public supplémentaire, c'est bénéfique pour le cinéma, mais s'il vous plaît, dans les salles, pensez que vous n'êtes pas chez vous et comportez-vous de manière un tout petit peu responsable et respectueuse, à défaut d'être simplement humain. Moi, je voulais vous parler d'un film portugais qui va sortir le 27 novembre, qui s'appelle Grand Tour,
qui est auréolé du prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Alors, on est au début du film à Rangoon, en Birmanie, en 1918. Donc, Edward, un fonctionnaire de l'Empire britannique, s'enfuit le jour où il doit épouser sa fiancée Molly. Et elle va décider de le suivre, de partir à sa recherche, donc dans ce grand tour à travers l'Asie qu'il va faire. Alors, tu as... Mais nous, on ne voulait pas la suivre. Pourquoi il a filmé son truc? Mais ça nous intéressait je suis pas. tout à fait de ton avis, Florent, mais je me suis vraiment ennuyé dans ce film. Alors, et j'ai même pas réussi à dormir parce que c'était la première séance du matin à Cannes. J'ai pas réussi à me rendormir. Non, mais c'est vrai que moi, bon, je n'avais vu qu'un seul film de Miguel Gomez, c'était Tabou, que j'avais moyennement aimé. Bon, j'ai pas vu sa trilogie là sur les 1001 nuits. Et là, franchement, non, je dois dire, je me suis quand même beaucoup ennuyé. Alors, il y a une esthétique particulière qui est due sans doute au fait que ça soit filmé en 16 mm, en noir et blanc. Mais il y a quand même. Mais c'est long. Mais c'est beau. Il est reparti. Mais c'est long. Arrêtez-le. Mais c'est beau. Mais il y a quand même. Mais il y y a quand même des images en couleur. On se dit pourquoi d'ailleurs. Donc, au début, quand même, je me suis dit, allez, on va essayer de s'embarquer dans l'histoire. Non, mais j'ai vraiment très vite décroché. J'ai pas compris la motivation du personnage principal de cette fuite, et puis surtout la motivation de la femme. Mais pourquoi elle a envie de lui courir après? Je veux dire, c'est philosophique. Voilà, sans doute. Alors, bon, c'est un film sans doute cérébral. Il faudrait peut-être chercher à le décortiquer. En tout cas, pour moi, ça fonctionne pas. Mais cela dit, je m'imagine tout à fait qu'au moment de sa sortie, il va sans doute y avoir quelques critiques élogieuses. Et sans transition, mais un peu quand même, parce qu'on reste avec Pascal pour sa chronique musicale. Mon curé chez les listes. Alors, le 4 décembre prochain sortira en salle un film documentaire qui s'intitule « Il était une fois Michel Legrand ». Et c'est l'occasion pour moi de vous parler de ce grand compositeur français, musicien multi-instrumentiste, chef d'orchestre et aussi chanteur. Alors, ce film documentaire réalisé par David Herzog de Site revient donc sur la longue carrière de Michel Legrand, mais pas de manière chronologique. Le film aborde différents aspects de sa vie en mélangeant les temporalités. Michel Legrand, c'est le fils d'un musicien, Raymond Legrand, qui était compositeur de musique de jazz et de variété dans les années 40-50. Mais c'est un père avec lequel Michel Legrand a eu très peu de relations, puisqu'il les a abandonnés, lui, sa sœur, sa mère, quand il était tout jeune. Alors, Michel Legrand, dans ce film, dit d'ailleurs de son père, pour lui, un enfant, c'était comme une sonate. Une fois qu'elle est composée, on ne s'en occupe plus. Donc, vous comprenez qu'il ne tenait pas son père dans une grande estime. Michel Legrand, d'ailleurs, a raconté sa jeunesse dans un film autobiographique qu'il a réalisé en 1989, 5 jours en juin, un film qui est un hommage à sa mère Marcel, qui est interprétée dans le film par l'actrice Annie Girardot. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Non. Et je crois, à ma connaissance, que c'est le seul film réalisé par Michel Legrand. Quand il est plus jeune, donc à l'âge de 11 ans, il va rentrer au conservatoire de musique de Paris. Il va montrer vraiment de grandes aptitudes pour la musique. Il va apprendre à jouer de différents instruments, dont le piano, qui sera son instrument de prédilection. Il va également apprendre la composition auprès de Nadia Boulanger, qui était apparemment une professeure très stricte dans son enseignement. Alors, il n'y a sans doute pas de lien de cause à effet, mais Michel Legrand a toujours été très exigeant avec lui-même et avec les autres. C'est un sujet qui est abordé dans le documentaire. On comprend qu'il pouvait être parfois, qu'il pouvait tenir des propos odieux envers les gens avec lesquels il travaillait. Notamment, il y a un moment donné, un de ces musiciens qui raconte comment, dans sa tête, il visualisait le moment où il allait lui lancer sa contrebasse à la figure. Mais voilà, ils reconnaissent quand même que Michel Legrand était quelqu'un de vraiment intelligent, qui savait quand il était allé trop loin et qui savait demander pardon. Je reviens un petit peu plus sur sa jeunesse. Lorsqu'il avait 15 ans, il était encore au conservatoire. Il assiste à un concert du trompettiste de jazz Dizzy Gillespie. Et pour Michel Legrand, ça va être une révélation.
va tout de suite se passionner pour ce genre musical, d'ailleurs qui façonnera toute la musique qu'il va composer par la suite. À l'âge de 19 ans, quand il sort du conservatoire, il va faire la connaissance de Jacques Canetti, qui est directeur artistique et producteur musical, fondateur du Théâtre des Trois Baudets, où se produisent les artistes de l'époque, Édith Piaf, Georges Brassens, Jacques Brel. Et Michel Legrand va très vite se faire remarquer pour son talent de musicien et d'arrangeur. Il va se faire embaucher justement pour faire des arrangements musicaux. Il va travailler pendant plusieurs années pour des artistes comme Juliette Gréco, Boris Vian, Serge Gainsbourg. Il est beaucoup sollicité, mais à la fin des années 50, il en a un petit peu marre et il va décider d'arrêter ce travail. C'est là qu'il va faire la connaissance de jeunes réalisateurs et réalisatrices de la nouvelle vague, donc Jean-Luc Godard, Chris Marker, Agnès Varda et bien sûr Jacques Demy. Alors pour Godard, il va composer entre autres les musiques d'Une femme et une femme, Vivre sa vie, Bande à part. Pour Agnès Varda, ce sera la musique de Cléo de 5 à 7, dans lequel d'ailleurs il interprète un des personnages qui est pianiste. Alors la collaboration, la longue collaboration avec Jacques Demy, elle débutera avec le film Lola, et elle va se poursuivre donc avec tous les autres films de Demy. Le premier gros succès pour eux, c'est le film Les Parapluies de Cherbourg. Tellement peur de ne pas te trouver, je suis si heureuse d'être avec toi. Maintenant je ris parce que... Alors ce film, pour l'époque, il a vraiment une forme inédite, puisque tous les dialogues sont chantés. C'était pas prévu au départ que ce film soit autant musical, mais c'est justement la collaboration étroite entre les deux hommes qui va donner ce résultat. Alors c'est sans doute aussi cette originalité qui a permis au film de remporter la Palme d'Or à Cannes en 1964. Et à partir de là, le film fait le tour du monde avec à la clé des nominations aux Oscars. Le film suivant, c'est Les Demoiselles de Rochefort. Alors là, on est sur une plus grosse production, un chorégraphe américain, l'acteur-chanteur Gene Kelly et bien sûr beaucoup de chansons. Delphine, viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place. Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin. Bah non. Tu crois? Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol 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 ré do. Alors, Gene Kelly va être vraiment impressionné par le travail de Michel Legrand et il va décider de le faire venir aux États-Unis où il va s'installer avec sa petite famille. Il commence à composer pour le cinéma américain et rapidement il va travailler sur un film emblématique, l'affaire Thomas Crown de Norman Jewison, film avec Steve McQueen et Faye Dunaway. Alors au départ, le réalisateur avait sollicité plutôt le compositeur Henry Mancini pour faire la musique de ce film, mais le compositeur est très pris et il va lui conseiller de faire appel à ce jeune compositeur français qu'il a rencontré, un certain Michel Legrand. Alors Norman Jewison va rencontrer Michel Legrand, il va lui montrer un premier montage de ce film qui dure 5 heures et à la suite de ça, Michel Legrand va faire une proposition un peu folle. Il va dire moi je vais écrire 1h30 de musique et ensuite on va faire le montage ensemble sur la musique. Et la proposition va être acceptée. Donc, une fois que Michel a composé la musique, il va travailler pendant près de 2 mois sur le montage avec le réalisateur. Dans la bande originale du film, il y a une chanson composée par Michel Legrand avec des paroles d'Alan Bergman, The Windmills of Your Mind, chanson qui va recevoir l'Oscar en 1969 de la meilleure chanson originale. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around. Alors cette chanson est devenue un standard, elle a été énormément reprise dans des versions instrumentales. Mais il n'y aurait pas eu une version française sous le titre Les Moulins de mon cœur? Mais absolument, et d'ailleurs je vais te faire écouter un extrait interprété par Michel Legrand lui-même.
que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne. Alors, c'est la version anglaise va recevoir, donc comme je disais, l'Oscar de la meilleure chanson, mais au moment de la cérémonie, Michel Legrand ne sera pas présent parce qu'il se trouve que à ce moment-là, il va sombrer dans une grande dépression. Du jour au lendemain, il ne peut plus écrire, il va décider même de rentrer en France avec sa famille. C'est les retrouvailles avec Jacques Demy. Il va acheter une maison en Normandie, un moulin. Ça va être la naissance de sa fille. Et dans le calme de sa nouvelle demeure, il va petit à petit retrouver l'inspiration, notamment en composant la musique de Peau d'âne de Jacques Demy. C'était le moulin de son cœur. Alors là, on est moins dans le jazz, dans quelque chose de plus classique, on dirait du Bach. Et puisque je vous fais écouter la musique de Peau d'âne, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil à mes deux filles, puisque enfant, quand elles regardaient Peau d'âne, il y a une chanson qu'elles aimaient particulièrement, c'est celle de la préparation du cake d'amour. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours, allumez votre... Voilà, ça c'est la petite chanson, quand on commence à l'entendre, elle reste dans la tête. Alors, dans le documentaire, on voit qu'il y a vraiment justement une grande complicité entre les familles Legrand et Demy Varda. Ce retour de l'inspiration va permettre à Michel Legrand de composer les musiques de nombreux films, à la fois en France, mais aussi de nouveau aux États-Unis. Il va recevoir en 1972 l'Oscar de la meilleure musique pour le film Un été 42, réalisé par Robert Mulligan. Encore un air très connu. Dans les années 80, 90 et 2000, il va enchaîner les compositions, alors pour des réalisateurs comme Joseph Losey, Jean-Paul Rapneau, Philippe de Broca, Jacques Deray, Richard Lester, Peter Hayam, Orson Welles, Louis Malle, Claude Lelouch, etc. Et il recevra un nouvel Oscar en 1984, Oscar de la meilleure adaptation musicale pour le film Yentl de et avec Barbara Streisand. There's no storm yet I hear thunder, and I'm breathless why I wonder, weak one moment then the next I'm fine. I feel as if I'm falling every time I close my eyes, and flowing through my body is a river of surprise. Alors avec l'âge et aussi parce qu'il est malade, Michel Legrand va moins composer pour le cinéma, mais il va quand même continuer à donner des concerts un peu partout dans le monde. D'ailleurs, ce qu'il n'a jamais arrêté de faire tout au long de sa carrière, parallèlement à son travail de compositeur. Donc ces dernières bandes originales, elles sont pour deux films de Xavier Beauvois, La Rançon de la gloire en 2015 et Les Gardiennes en 2017. Et la toute dernière bande originale qu'il réalisera, c'est en 2018, il a 85 ans, c'est pour le film De l'autre côté du vent, qui est un film inachevé d'Orson Welles, qui a été tourné entre 1970 et 1976. Le projet finalement a été repris par le réalisateur Peter Bogdanovich, et dans les notes
d'Orson Welles, retrouvé par Bogdanovich, il était fait mention de faire appel à Michel Legrand pour la musique. C'est pour ça que le compositeur, quand il a appris ça, il a tenu vraiment à faire cette musique, même si à l'époque il était déjà bien affaibli. De l'autre côté du vent est sorti en 2018 dans des festivals, puis sur Netflix, il n'est pas sorti donc au cinéma. Le film documentaire « Il était une fois Michel Legrand » se termine par les images d'un concert à la Philharmonie de Paris le 1er décembre 2018. Un concert donc, où sont projetés des extraits de films dont Legrand a composé la musique. C'est un orchestre symphonique qui interprète ces musiques. Bien qu'il soit très affaibli par la maladie, Michel Legrand va en partie diriger l'orchestre et même interpréter certains morceaux au piano. Il va tout donner. Son entourage ne sait pas s'il va pouvoir tenir jusqu'au bout, mais bon, il tient le coup et ce sera vraiment un concert historique. Ce sera son dernier concert puisqu'il va décéder 2 mois plus tard, le 26 janvier 2019. À la fin du documentaire donc de David Herzog Dessith, on entend la voix de Michel Legrand qui dit « J'ai l'impression qu'on ne sait rien. Le destin vous guide, vous fait courageux, paresseux, vous fait voler, vous tient à terre. Et finalement, on est possédé par ces forces mystérieuses qui vous entraînent là où elles veulent, et il faut suivre. » Pour terminer cette chronique, je vais vous faire écouter une autre version de The Windmills of Your Mind par un chanteur dont vous allez sans doute reconnaître la voix. Sting. Mais il n'a pas chanté encore. Justement, je voulais en parler en disant qu'il y avait une version qui était vraiment pas mal de Sting aussi. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel. Dans ses concerts français, parfois il faisait aussi le refrain en français. C'est pas obligé, mais... Et d'ailleurs, dans le documentaire, il intervient justement par moments où il parle de Michel Legrand. On boucle la boucle avec le documentaire de Gert, qui a fait découvrir, où Sting a fait la tournée avec Raoni en 87 pour faire découvrir le problème de l'Amazonie. Et sans transition, le quiz. Et comme à chaque fois, depuis un petit bout de temps, on commence avec... les années des films. T'as vu, les cette années de fois-ci... sortie des films. On se rapproche. Cette fois-ci, j'ai pas dit les Québécois. Ouais, on est pas mal. Et on commence avec Main basse sur la ville, un film de Francesco Rossi. C'est pas 1951 ? Non. 63. 1963. Le cycliste, un film de Mohsen Makmalbalf. Je dirais fin des années 90, non non 1987. Ah bon. Le journal d'un curé de campagne, le film de Robert Bresson. 1951. Et ouais. La cabine des amoureux. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce film ? C'est un film de Sergio Citti avec Ugo Tonazzi, Michele Placido, Catherine Deneuve et, cœur avec les doigts, Jodie Foster. Non. Tu dis que c'est quoi le titre ? La cabine des amoureux. La cabine des amoureux. Film italien. On est sur les fonds de tiroir. Là. Ouais, ça doit être les années 70, non 1977. Ouais. Ne nous fâchons pas, le film de Georges Lautner, pardon. C'est les années 70. Ouais. Peut-être tout début des années 80, non 1966. Ah, 66. Greystoke, la légende de Tarzan. Ah oui, de Russell Mulcahy. 84. 1984. L'antre de la folie, le film de Carpenter. Ouais. Avec Sam Neill. L'antre de la folie 2000. 1995. Le voleur de Bagdad, le film de Raoul Walsh, pas celui de 1940. Oula. 1950. 1924. 24. D'accord. Les deux Anglaises et le continent, le film de Romer. Truffaut, donc. Ah non, Truffaut, pardon. Non, aucune idée. Là.
1971. J'allais dire Merci 70. pour lui. Ouais. Et on termine avec Johnny Guitar, le film de Nicholas Ray. 1951 aussi. 1954. Ah. Bon, comme chaque mois, j'essaye de vous trouver une nouvelle rubrique et ça devient de plus en plus difficile. Et j'avoue que celle-là, elle est un poil capillotractée. Donc, je vais vous donner un nom d'actrice, un petit coucou à Aurore, et un type de film, et vous allez me dire si elles ont joué dedans. Donc, je commence. Franck Dubosc et les... Ouais, j'ai rien dit encore. Tout de suite. On va dire que je m'acharne. Non. Est-ce que Franck Dubosc a joué dans un film de chevalier? Ah, d'accord. C'est possible, en fait. Tellement c'est congru. Alors, non, c'est pas un film, mais il a joué dans la série Highlander. J'ai découvert ça récemment. C'est à mourir de rire. Franck. Qui avec les doigts. Non, pas là. Est-ce que George Clooney a déjà joué dans un film d'horreur? Le film de Tarantino. Non, pas un film horrible, un film d'horreur. Non, c'était quand même du sang. Si, pour moi, c'est un film d'horreur. C'est pas à ça que je pensais. Je pensais plutôt au Retour des tomates tueuses 2. Ah oui, exact. Cherchez-le, ça existe. Là, il était tout jeune, là. Oui, il avait la coupe mulet. Bref. Est-ce que Fabrice Lucchini a joué dans un film de cul? Oui, j'allais dire. Alors, qui techniquement n'est plus un film de sein qu'un film de cul, mais... Bah oui, du coup. Oui. Mais quel film? Alors, attends. Mais ça me parle, en fait. Oui, t'as dû le voir. J'en rate aucun. Emmanuel 4. Peut-être. D'accord. Est-ce que Pierre Ninet a joué dans un film avec des légumes? Mais pas besoin, c'était déjà... Pardon. Non, c'est pas gentil. Une balle perdue. Est-ce que Clara Morgan a déjà joué dans un film sanglant? Alors en un seul mot, sanglant. Joue à ton œil-tove martial. Un seul mot. Il est prêt à tout. Oui, non, c'était juste pour. C'était juste pour le jeu de mots. Juste pour le jeu de mots. Oui, alors j'aurais pu être méchant et demander aussi est-ce que Kev Adams a déjà joué dans un bon film, mais c'est pas mon propos. On enchaîne. Moi, j'allais dire Clara Morgan, c'est une actrice. Genre, tu la connais pas. Arrête, Pascal. Moi, je vois que des films d'auteur. Rubrique suivante avec le Kikawajendan. Donc, je vais vous donner 5 titres de films de la carrière d'un acteur ou d'une actrice et vous allez me donner le nom. On commence avec 21 grammes. J. Edgar. Donc 21 grammes d'Inaritu, J. Edgar de Clint Eastwood. Emmanuel, l'horrible qui vient de sortir. Diana, le biopic. Et Mulholland Drive. Naomi Watts. On poursuit avec New York Melody, qui était le film du réalisateur irlandais John Carney, avec Café Once, exactement, avec Ruffalo. Et attends. Ah d'accord. Faut pas me donc lancer. Shutter, voilà, c'est ça. C'était ça. Shutter Island, Zodiac, Dark Waters et Avengers. Voilà. Marc Ruffalo. Bien. Donc il y avait aussi Keira Knightley. Suivant. Nosferatu. Quartet de James Ivory. Donc Nosferatu, celui d'Herzog. Mammouth de Delépine et Kervern. La Reine Margot. L'été meurtrier. Adjani. Oui, Adjani. Alors attends. Elle jouait dans. Ah oui, elle jouait dans Nosferatu. Ah oui, exact. Ah ouais. Suivant. La meilleure façon de marcher. Que la fête commence. De Tavernier. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. De Coluche. Grosse fatigue. Monsieur Hir. Michel Blanc. Michel Blanc. J'aime bien les réponses collégiales. Voilà. Bonne réponse collégiale. Ensuite, Garden State, My Blueberry Nights de Wong Kar-wai. Donc, Garden State, c'était Zach Braff. Zoolander, ce chef-d'œuvre de Ben Stiller. Heat. Et Léon.
Nathalie Portman. On passe à la rubrique suivante, les nationalités. Je vais vous donner un nom d'acteur, d'actrice, et vous allez me dire sa nationalité. Il y a peut-être des pièges. On commence, comme tout à l'heure, avec Naomi Watts. Australienne. Je croyais aussi. Puis non. Et en fait, non. Elle est néo-zélandaise. Ah ouais. Non. Eh ben non, elle est anglaise. Elle est anglaise. Moi je croyais qu'elle était là-bas loin. Non, elle est anglaise. Michel Simon. Elle est suisse. Bien. Quand même. Je croyais qu'elle était française. Non. Christina Yanda. Une grande actrice, principalement aux années 70, qui a beaucoup joué chez Kieślowski. Donc, polonaise. Ah ouais. Rutger Hauer. Il est allemand. On dirait bien. Autrichien. Ou autrichien. Eh ben, il est hollandais. Ah. Surprise pour moi aussi. Je me persuadais, je suis allé voir quand même vérifier pour pas dire de bêtises. Et je suis bien fait d'aller vérifier parce qu'il n'était pas allemand du tout. Et on finit avec Emma Watson. Anglaise. Anglaise, ouais, je dirais. Non, eh ben, elle est née à Paris. Oh. Eh ouais. Mais elle a la nationalité française. Non. Elle est née à Paris. Elle est née à Paris. Donc en France, il y a le droit du sol. Ça nous suffit. Voilà. Okay. Rubrique suivante avec les faux cultes. Vous aimez bien. Petit rappel, je lis une critique glanée ça et là, et vous trouvez le titre du film qui correspond plus ou moins à cette critique qui a été faite par des internautes inspirés. Pas toujours, mais pas toujours objectif non plus. Et puis parfois méchant, très méchant. oui, souvent méchant. Pourquoi tu dis on dit méchant après que j'ai dit on dirait moi. Bon, on commence avec le premier. Un jeu de loi bien vénère dont les effets spéciaux arrachent les yeux 25 ans plus tard. Jumanji. Ouais, bien joué. J'allais le dire. Suivant. Alors oui, ça fait très peur et c'est bien dégueulasse. Mais je souris à l'idée qu'un chirurgien se scie la jambe en plein milieu du tibia alors qu'il n'avait qu'à sectionner les tendons entre le tibia et le pied. C'est vrai qu'il faut être un peu con des fois quand même. D'un côté, le film n'est pas le même, sinon. Massacre à la tronçonneuse. So. Ah oui. Qui fait ses 20 ans déjà. Incroyable. Peut-être choquant pour l'époque, mais il faut dire qu'il ne leur fallait pas grand-chose pour tomber dans les pommes. À vrai dire, la scène de tranchage de bidoche à la tronçonneuse dans Scarface est bien plus traumatisante que ce pseudo-chef-d'œuvre de campagnard timbré. C'est Massacre à la tronçonneuse, justement. Oui. Les grands esprits se rencontrent. Il paraît que pour apprécier ce film, il faut aimer le 10e degré et saisir toute l'acuité de la parodie critique du système hollywoodien. Moi, je crois surtout que Ben Stiller nous a encore pondu une grosse merde. Moi, je l'aime bien, le film, en plus. Au contraire de Zoolander. Tonnerre sous les tropiques. J'ai pas vu. Avec un Robert Downey Jr. Juste méconnaissable et incroyable. Oui, c'est bien connu que les grosses brutes, ça sirote des verres de lait. Je sais pas, Rambo. Les grosses brutes, ça sirote des verres de lait. Ou ça, c'est peut-être un film de Tarantino, non? Non, même pas. Orange Mécanique. Ah ouais. Putain, j'étais parti sur cette histoire de lait, mais ça m'est pas venu. Ouais. Faites-vous plaisir avec vos nouveaux ordis, abusez des ralentis pour réduire les coûts et justifiez-les par une histoire à dormir debout. Assommez le spectateur sous une tonne d'explications, inventez des mots, gagnez du temps en faisant une histoire dans une histoire dans une histoire. Veillez à ce que les méchants tirent à côté et ajoutez des questionnements bidons sur l'amour, ça passe toujours. J'hésite entre Tenet. Non, c'est Inception. Oui, parce qu'une histoire. Tenet, c'était bien servi aussi. Ouais. Une heure de parlotte inutile, suivie d'une heure de castagne où des gamins se charcutent la tronche, mais suffisamment proprement pour passer sur Disney Channel à 22h. Ça peut être beaucoup de films, je vous le concède. Ça serait pas... tu l'as. Tu l'as. Un film comme Hunger Games. Bien joué. Bravo. Un
Conte à l'eau de rose pour ménagères en manque de fantasmes. Franchement, quitte à voir un bon film avec un mec qui agite un fouet, autant regarder un Indiana Jones. 50 nuances de Grey. Ah oui, c'est ça. Massacre d'une bande de gugus sans qu'on sache pourquoi, bandage, éclatage de cervelle de gnome jaune, écarissage de curé homosexuel, viol sur mineur, prostitution, le tout en noir et blanc et bien photoshopé. Waouh, c'est ce programme. Ça fait envie, hein. Tu nous as fait une sélection là, saignante. Alors, si tu dis il y a des personnages jaunes, mais si c'est en noir et blanc, comment il a vu ça, le gars? Avec une scène de Jessica Alba, mémorable. Ah oui, la bande dessinée là. Ouais. Tu l'as. Ouais, mais bah ouais. Il y a une histoire. Réponse à la prochaine émission. Merci Martial. La bande Vas-y, parce que Sin City. Sin City, Ouais. c'est ça. Et la petite dernière pour la route, un film où le directeur de la photographie s'est pris pour un dermato avec ses gros plans claustrophobes à outrance. L'avantage, c'est qu'on peut compter les grains de beauté et les boutons d'acné de ces deux greluches. Il n'y a pas que les grains de beauté qu'on peut compter, hein, mais... La vie d'Adèle. Oh non, c'est pas gentil ça. C'est pas gentil. Bon. Les deux greluches. Ah ouais. Je confirme, c'était méchant. Ainsi se termine cette 18e édition des Hallucinés. Je ne vais pas jouer les sycophantes et vous révéler les petits secrets de chacun, ni vous dévoiler le contenu et les surprises des prochaines émissions. Je me suis fait violence pour ne pas le faire. Mais vous pouvez toujours retrouver tous les épisodes et vous refaire l'intégrule sur radiomanie.com ou sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes, Deezer en cherchant Radiomanie, Spotify, Apple Music, YouTube, etc., etc. J'en passe et des pires. N'hésitez pas également à nous suivre sur Instagram en followant Les Hallucinés, tout attaché avec un H, 2 L, 2 E et un S à la fin. Nous vous donnons rendez-vous au mois prochain. En attendant, vous pouvez reprendre une activité normale. À ciao, bonsoir. Ciao. Bonsoir.